Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Une nuit, quelque part sous Paris, dans un tunnel qui sentait la pluie rance et le gasoil tiède, un type en costume a fait quelque chose d'inconcevable. Il a posé sa main sur une carrosserie neuve, encore froide, et il l'a laissé glisser comme on caresse un animal qu'on a peur de réveiller. Autour, les klaxons crachaient, les scooters hurlaient, et un vieux SUV au ralenti lui envoyait au visage un souffle de fumée grasse, presque sucrée, écœurante, ce mélange de diesel et de frein brûlé qui vous colle à la gorge. Le gars a souri quand même, un sourire qui disait « Voilà, c'est bien ça, je l'ai trouvé ». Puis il a ouvert la portière, une odeur de neuf, de cuir et de résine a remplacé le tunnel. Il a démarré. Le moteur a répondu sec, pas un rugissement hollywoodien, plutôt une promesse. Et là, dans ce décor dégoûtant de béton et de pollution, il a murmuré une phrase qui aurait dû être ridicule, mais qui ne l'était pas. On va refaire une légende? Ce qui est délicieux, c'est que vous êtes exactement au bon endroit. Vous êtes venu pour une Alpine A110, la nouvelle, celle qui renaît en 2017, et vous l'avez sous les yeux. Ce qui est inquiétant, c'est que son histoire ne commence pas avec une belle affiche rétro et des drapeaux tricolores au vent. Elle commence avec une peur, une vraie, une peur moderne, administrative, froide, la peur de disparaître. Parce qu'au moment où cet A110-là se prépare en secret, la France ne manque pas de voitures. Elle manque de quelque chose de plus rare, une voiture qui donne envie de croire. La France a longtemps été un pays capable de fabriquer des objets qui ne s'excusent pas d'exister, des choses imparfaites parfois, mais habitées. Une DS qui flotte, une R5 qui mord, une 205 qui danse, une Clio Williams qui défie les plus riches. Et puis, au sommet de ce panthéon, populaire, il y a un nom qui n'a jamais cessé de brûler, même quand on l'a cru éteint. Alpine. Alpine, ce n'est pas seulement une marque. C'est un accent, un style de victoire. Une silhouette courte et nerveuse vue dans les montagnes, phare allumé, arrière qui se déleste, poussière sur les flancs. Dans l'imaginaire français, berlinette n'est pas un mot technique. C'est un mot affectif. C'est presque un surnom de famille. Et pourtant, le monde qui arrive dans les années 2000 et 2010 n'a aucune pitié pour les surnoms. Les règles changent, les attentes changent, le plaisir devient suspect, le poids grimpe partout. Airbag, crash test, écran, renfort, batterie, normes, marketing. Même les petites sportives prennent du ventre. Elles deviennent plus rapides, oui, mais aussi plus lourdes, plus sérieuses, plus chères, plus parfaites, et parfois plus mortes. Dans ce paysage, la France se retrouve avec un problème embarrassant, presque humiliant. Elle a un héritage sportif mythique. Mais elle ne possède plus vraiment de vraies sportives nationales contemporaines, celle qui fait rêver sans copier, on pourrait dire, et Renault de Sport, et Peugeot, bien sûr. Il y a des bombinettes, des GTI, des versions affûtées, mais ce n'est pas la même religion. Une traction avant survitaminée, c'est une bagarre de rue. Une sportive légère à moteur central, c'est un duel au sabre. La France a des boxeurs, elle n'a plus de bretteurs, et là, quelque chose se met à grincer dans les têtes des passionnés. Un sentiment très particulier. L'impression qu'on leur a volé un futur qu'ils avaient le droit d'attendre, comme si le pays du style et des routes de montagne avait renoncé à fabriquer une voiture juste pour le frisson. Une voiture qui ne vous parle pas d'options, mais de trajectoire. Dans les coulisses, d'autres personnes ressentent une autre forme de gêne. Pas la gêne romantique, non, une gêne corporate. Celle d'un grand groupe qui regarde ses marques et voit des colonnes Excel, et se demande comment on fait pour garder une âme quand tout le monde ne parle plus que de CO2, d'électrification et de marge. Car c'est ça la vérité. La nouvelle Alpine A110 naît d'un paradoxe brutal. Pour survivre, il faut être rentable. Pour être Alpine, il faut être inutilement désirable.
Et l'industrie déteste ce genre d'idée. L'industrie adore les produits. Alpine, elle, doit être une tentation. À ce moment-là, il y a un autre drame, moins visible. Le culte se transforme en piège. Plus Alpine dort, plus Alpine devient parfaite dans les souvenirs. Quand une marque s'endort, les fans la réparent dans leur tête. Ils effacent les défauts, ils polissent les angles, ils ne gardent que la lumière. Résultat, si un jour vous la réveillez, elle risque de se faire tuer par les attentes. Imaginez la scène. Vous relancez Alpine, vous promettez la berlinette moderne. Et le premier essai presse-titre, trop lourde. Pas assez pure. Pas comme avant. Un seul mot de trop, et la France entière se moque de vous pendant 10 ans. Donc, si vous relancez Alpine, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pas sur le style, pas sur le poids, pas sur le comportement, pas sur la sensation. Et surtout, vous n'avez pas le droit au péché capital des sportives modernes, l'embonpoint. Voilà la première besoin fondamentale qui crée l'A110 2017. Une obsession presque pathologique de la légèreté. Pas légère pour une sportive moderne, légère, point. Légère au point d'en faire un argument moral. Mais il y a une deuxième nécessité, encore plus dangereuse. Être française sans être franchouillarde. Faire vibrer l'orgueil national, sans tomber dans la caricature. Raconter Dieppe, les rallyes, l'esprit d'école. Mais parler aussi au monde, à l'Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, à ceux qui ne se soucient pas de la nostalgie française. Et il y a une troisième nécessité, la plus cynique. Justifier l'existence de la marque dans un marché où chaque niche doit prouver qu'elle rapporte, ou au moins qu'elle sert une stratégie plus grande. Parce que relancer Alpine, ce n'est pas seulement fabriquer une voiture, c'est fabriquer un drapeau. Un drapeau que Renault peut planter pour dire « Regardez, nous savons encore faire autre chose que des objets raisonnables. Nous savons faire du désir. C'est une opération d'image, oui, mais pas uniquement. Une marque sportive bien faite attire des talents, donne une crédibilité technique, alimente la compétition, irrigue le marketing, ouvre des portes, et, surtout, elle raconte une histoire qu'aucun tableau Excel ne sait écrire. Celle de la passion. À ce moment-là, dans l'air, il y a aussi une angoisse plus sourde. L'impression que le temps est compté. On est dans la décennie où tout le monde comprend que le moteur thermique vit ses dernières grandes années d'âge d'or. Les réglementations se durcissent, les villes se ferment, les discours changent. Les sportifs sentent qu'un cycle se termine. Et si vous devez faire la sportive française moderne, vous devez la faire maintenant. C'est là que la nouvelle A110 devient presque une urgence. Pas une urgence comme « il faut livrer un produit », une urgence comme « si on ne le fait pas, on ne le fera plus jamais de cette manière ». Mais comment créer un mythe moderne sans se ridiculiser? Pour comprendre, il faut regarder ce que la France attend d'une voiture culte. Ce n'est pas seulement une fiche technique. Un culte, c'est un mélange de 3 choses. Une silhouette reconnaissable à 200 mètres. Un comportement qui donne l'impression que la voiture a une personnalité, une histoire qui dépasse la voiture elle-même. La berlinette des années 60-70 avait tout ça. Elle avait même un 4e ingrédient, la victoire. Pas la victoire lisse, la victoire à la française, un peu insolente, un peu artisanale, celle qui fait enrager les gros budgets. La nouvelle A110, pour devenir culte, doit donc répondre à une question cruelle. Comment refaire naître ce sentiment d'artisanat, brillant dans un monde de plateformes, de process, de validation, de conformité? Et c'est ici qu'arrive un twist délicieux. La nouvelle A110 est conçue non pas pour battre tout le monde sur des chiffres absolus, mais pour battre le monde sur quelque chose de plus intime. La sensation. C'est un choix presque provocateur, surtout face aux sportives qui se vendent à coups de 0 à 100 et de temps autour. La France, elle, veut une voiture qui ressemble à une discussion de café au bord d'une route de montagne. Elle est rapide. Oui, mais surtout, elle est vivante. Or, vivante, ça ne se fabrique pas avec des slogans, ça se fabrique avec des contraintes, et la contrainte numéro 1, c'est la masse. La masse est l'ennemi intime de la joie. Imaginez, vous êtes sur un col, l'air sent la pierre chaude et la résine des pins. Vous arrivez sur un virage, si la voiture est lourde, vous négociez, vous calculez, vous freinez tôt, vous composez avec l'inertie. Si la voiture est légère, vous dansez, vous respirez, vous jouez.
La France veut une danseuse, pas un bodybuilder. Sauf que, faire léger en 2017, ce n'est pas un romantisme, c'est un combat. Un combat contre le confort exigé, contre les normes, contre les attentes de qualité, contre la tentation d'ajouter juste un truc en plus. Et c'est là que la nouvelle A110 devient une sorte d'acte de foi industriel. Si vous cédez, vous perdez. Alors on revient à Dieppe. Pas encore aux ateliers, pas encore au plan détaillé. Ça, ce sera la suite. Mais à l'idée de Dieppe comme symbole. Dieppe, c'est une ville qui a le goût du sel et du métal. Une ville qui vous rappelle que les voitures, avant d'être des objets de luxe, étaient des machines construites par des gens avec des mains, des habitudes, des jurons, de la fierté. Relancer Alpine à Dieppe, c'est dire « on ne va pas faire semblant ». C'est dire « on assume l'héritage et on le met au travail ». Mais même ce choix contient une zone de malaise. Parce qu'il y a un fantôme dans la pièce. La nostalgie peut tuer. La nostalgie vous pousse à faire une voiture qui ressemble trop à l'ancienne, donc caricaturale. Ou à faire une voiture qui s'en éloigne trop, donc trahison. C'est un piège à deux mâchoires. La nouvelle A110 doit donc faire quelque chose de très subtil. Être immédiatement reconnaissable, sans être une copie. Évoquer sans singer. Faire sourire sans faire rire. Et derrière ce défi esthétique, il y a un défi culturel. Convaincre une époque cynique qu'un petit coupé français peut mériter le « respect » dans un monde qui adore les labels allemands. Parce qu'au moment où l'A110 se prépare, il existe déjà une hiérarchie dans la tête des acheteurs. La référence, c'est Porsche. Le sérieux, c'est allemand. Le fun, c'est parfois britannique. Le fantasme, c'est italien. Et la France? La France est souvent cantonnée au charmant. Or, charmant ne suffit pas pour devenir culte. Charmant. C'est un compliment qu'on donne quand on n'ose pas dire génial. La mission est donc de transformer charmant en nécessaire. Il y a un dernier besoin, plus humain, plus honteux presque. Le besoin de revanche. Parce que les Français ont une mémoire longue. Ils se souviennent des fois où l'on a dit « les Français ne savent plus faire de sportive ». Les Français font des voitures pour aller au supermarché. Les Français font des voitures originales, mais pas des voitures désirables. Ces phrases, vous les avez déjà entendues. Elles traînent dans les conversations, dans certains médias, dans l'ironie facile. Elles piquent. Relancer la 110, c'est répondre à ces phrases sans argumenter. C'est répondre en posant une voiture sur la route et en laissant le volant parler, mais cette revanche doit rester élégante. Alpine n'a pas le droit de devenir agressive. Elle doit rester fine, presque insolente, comme une victoire obtenue sans forcer, comme si c'était évident. Et c'est là qu'on touche au vrai cœur de ce qui rend l'A110 culte en France. Elle réconcilie deux Frances qui se regardèrent de travers. La France populaire, celle des routes, des week-ends, des garages, des vieilles photos de rallye, et la France moderne, celle qui veut des objets propres, bien finis, crédibles, exportables, contemporains. La nouvelle A110 doit être le pont, le trait d'union. Et pour construire un pont, il faut d'abord accepter que les deux rives se méfient l'une de l'autre. Les puristes craignent une opération marketing. Les technocrates craignent un jouet inutile. Les financiers craignent un gouffre. Les designers craignent le ridicule. Les ingénieurs craignent de ne pas atteindre la magie. Tout le monde a peur. Et c'est bon signe, parce qu'une voiture qui ne fait peur à personne est une voiture qui ne changera rien. Revenons à la nuit du tunnel. Le type en costume, la fumée, le béton, l'odeur écœurante. Pourquoi cette scène compte? Parce qu'elle dit la vérité. La nouvelle A110 naît au milieu d'un monde qui étouffe un peu, un monde de trafic, de normes, de lourdeur, de bruit. Elle naît comme une contradiction roulante, et c'est précisément pour ça qu'elle devient un symbole. Elle ne promet pas seulement une voiture, elle promet une échappée. Mais attention, une échappée ne se décrète pas. Elle se conçoit, elle se dessine, elle se teste, elle se rate, elle se recommence, elle se défend, parfois contre son propre camp. Dans la suite, on va entrer là où les mythes se salissent les mains. La salle des décisions, les compromis, les obsessions, les maquettes, les choix qui font mal. On va voir comment on fabrique une voiture qui doit avoir l'air simple, alors qu'elle est le résultat d'une guerre invisible. Et je vous préviens, à un moment, quelqu'un va proposer un choix raisonnable.
Un choix qui aurait tué l'A110 avant même sa naissance. Et c'est là que l'histoire bascule. Ils ont failli la tuer avec une seule phrase. Pas une phrase méchante, pas une phrase spectaculaire. Une phrase propre, raisonnable, brillante même. Le genre de phrase qui fait hocher la tête dans une salle de réunion et qui enterre des rêves sans laisser de traces. On peut la faire sur une base existante. Vous sentez le danger? C'est le parfum du compromis. Ça ne sent pas l'essence. Ça sent le dossier PowerPoint, le café froid et la moquette neuve. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un prononce « base existante », le mythe commence à se dissoudre. On gagne du temps, on économise, on sécurise, et on perd exactement ce que l'on prétend sauver, la singularité. Alpine n'avait pas le droit d'être une variante. Alpine devait être une déclaration. Alors l'histoire de la nouvelle A110, celle qui arrive en 2017, devient une histoire de résistance intérieure, une bataille pas contre un concurrent, mais contre l'inertie du bon sens industriel. Et ça se joue à des détails qui ont l'air minuscules. Jusqu'au jour où vous tournez le volant et vous comprenez que tout était là. Imaginez une équipe qui se retrouve avec une mission presque insoluble. Faire renaître une berlinette dans un monde qui refuse les berlinettes. Le cahier des charges n'est pas écrit comme une liste d'options. Il est écrit comme un serment. Poids bas, pas raisonnable. Bas comme un affront. Centre de gravité bas. Agilité avant puissance. 2 places, pas plus. Moteur placé là où la voiture respire, derrière les sièges. Un dessin qui rappelle l'A110 d'origine sans jouer au musée. Et surtout, une sensation immédiate. Quelque chose qui vous attrape dès les 10 premiers mètres. Ce serment, il a une conséquence atroce. Tout devient plus compliqué. Parce que faire une voiture légère, ce n'est pas seulement enlever, c'est concevoir autrement. C'est une gymnastique mentale qui commence dès le premier trait dans une voiture normale. Vous laissez les contraintes vous pousser. Vous ajoutez des renforts, vous ajoutez de l'équipement, vous ajoutez du confort, vous ajoutez de l'insonorisation, et puis vous mettez un moteur plus gros pour compenser le poids, et puis de plus gros freins, et puis de plus grosses roues, et puis vous avez gagné 200 kilos sans même vous en rendre compte. Dans l'A110, chaque kilo doit être justifié comme un mensonge devant un tribunal. Et ça, au début, ça crée des tensions presque physiques. Parce qu'il y a 2 types de personnes dans un projet automobile. Celles qui veulent assurer et celles qui veulent oser. Le projet A110 est condamné à faire cohabiter les deux et à les faire s'aimer. C'est presque plus difficile que l'ingénierie. La première décision qui met le feu à la poudre, c'est la structure. L'idée raisonnable, c'est l'acier. Moins cher, plus facile, plus standard, mieux connu. L'idée alpine, c'est l'aluminium. Plus léger, plus cher, plus exigeant, plus risqué à industrialiser proprement. Surtout à une échelle qui doit rester rentable. Et c'est là que naît le premier vrai twist. Pour fabriquer une sportive simple et pure, ils choisissent une solution qui complique tout. L'aluminium impose une manière de concevoir, de coller, de riveter, d'assembler, de contrôler. Un travail presque d'orfèvre à l'échelle industrielle. C'est un pari. Dans un monde où l'on dit plateforme, Alpine dit coque. Dans un monde où l'on dit mutualisation, Alpine dit spécifique. Dans un monde où l'on dit optimisation des coûts, Alpine dit optimisation de la masse. Et ce pari-là change l'ambiance du projet, parce qu'il envoie un message interne, silencieux mais violent. On ne fait pas semblant, on y va pour de vrai. À partir de là, plus personne ne peut revenir en arrière sans perdre la face. Ensuite vient la question qui sépare les amateurs des obsédés. Où mettre le moteur et quoi en faire? Le moteur central arrière, c'est la promesse de l'équilibre. Mais c'est aussi un casse-tête. Refroidissement, packaging, accès pour la maintenance, répartition des masses, gestion de la chaleur, insonorisation, rigidité, sécurité, comportement sur la limite. Tout vous saute au visage. Le moteur doit être compact, nerveux, moderne, capable de respecter les normes, mais surtout, il doit être accordé à l'esprit de la voiture. Pas un monstre, pas un trophée de puissance, un cœur rapide et précis. Et c'est là que la philosophie alpine apparaît. Au lieu d'écraser le conducteur sous un couple gigantesque, l'A110 doit lui donner un outil, un instrument.
Vous savez ce moment où, dans certaines voitures puissantes, vous avez l'impression que l'auto fait tout et que vous êtes juste un passager qui tient un volant? Alpine veut l'inverse. Elle veut que vous sentiez vos mains, vos pieds, votre respiration. Elle veut que la voiture amplifie votre intention, pas qu'elle la remplace. Donc, tout se règle comme un mécanisme de montre. La réponse à l'accélérateur, la gestion de la boîte, la façon dont le châssis accepte, la charge, la manière dont l'arrière se place sans trahir, la manière dont l'avant mord sans brutalité. Et ce réglage-là se fait rarement dans les bureaux. Le vrai laboratoire de l'A110, ce sont les routes, les petites routes, celles qui sentent la terre humide, les feuilles écrasées, le bitume rapiécé. Il y a une image que j'adore, une sportive de développement, camouflée, qui passe et repasse sur une départementale. Pas pour gagner un chrono, pour trouver une sensation. Parce que le culte n'est pas un chiffre. Le culte, c'est la manière dont la voiture réagit à un défaut de route, à un freinage tardif, à une remise de gaz un peu trop optimiste. Et là, Alpine cherche un équilibre presque indécent. Une voiture qui reste confortable, assez pour être utilisée, mais qui garde le nerf d'une machine légère. Une voiture qui ne vous punit pas. Une voiture qui vous provoque. C'est un fil tendu, trop souple. Elle devient gentille, elle devient jolie, trop raide. Elle devient cassante, elle devient prétentieuse, elle perd ce côté français, cette élégance de mouvement. Alors ils testent, ils ajustent, ils reviennent, ils changent une barre, un amortisseur, un angle, un réglage de direction, une cartographie. Et à chaque fois, la voiture change de caractère comme un visage sous une lumière différente, et dans ce processus, il y a un second twist. L'A110 est pensée comme une sportive qui doit donner confiance. Pas une confiance artificielle, pas une confiance d'électronique qui corrige tout, mais une confiance de châssis qui parle clairement. Quand la voiture est honnête, vous osez. Quand elle ment, vous freinez avant même d'avoir peur. Alpine veut une voiture honnête. Puis arrive le moment le plus fragile. Le style, parce qu'une A110 moderne qui ne ressemble pas à une A110 n'est plus une A110. Mais une A110 moderne qui ressemble trop devient un cosplay. La silhouette doit donc être un souvenir sans être un déguisement. On imagine les discussions. La double optique avant, incontournable, mais comment la rendre actuelle sans faire jouet? La courbe de toit, la compacité, les hanches arrière, l'assise basse, tout doit évoquer, pas imiter. Et puis, il y a la question de l'intérieur. Si l'extérieur promet une berlinette, l'habitacle doit prouver que ce n'est pas une nostalgie cheap. Parce que le piège des renaissances, c'est l'odeur de faux, plastique qui sonne creux, ergonomie approximative, détails qui trahissent, le budget, interface bricolée. Or Alpine n'a pas le droit à ça. Une seule impression de voiture refaite à moitié, et le public français, impitoyable, s'en amuse. Et une voiture dont on s'amuse ne devient pas culte, elle devient un mème. Alors il faut un intérieur compact, sportif, sérieux, sans être lourd, des sièges qui tiennent, une position de conduite basse, un volant qui tombe bien dans les mains, des commandes qui ne font pas cheap, une ambiance qui dit « oui, c'est une vraie voiture ». Mais surtout, il faut que tout ça ne pèse pas. Et là, le projet A110 devient presque une histoire de famine volontaire. Chaque ajout est un danger. On veut du confort? D'accord, mais combien ça coûte en kilos? On veut plus d'insonorisation? D'accord. Mais est-ce qu'on tue le moteur? Est-ce qu'on tue la route? On veut une sono plus grosse? D'accord. Mais est-ce qu'on oublie que le meilleur son, c'est le châssis? Chaque demande ressemble à une tentation, comme si la voiture était une personne au régime dans un pays de pâtisserie. Et puis, il y a l'ombre d'un grand juge. Porsche. Personne ne le dit comme ça à voix haute, ou rarement, mais c'est là. Dans l'air, le comparatif inévitable, la référence, la barre à franchir. Sauf que battre Porsche sur le papier est une bataille perdue d'avance. Porsche a l'histoire, les moyens, l'expérience, la gamme. Alpine doit donc choisir une autre guerre. Et cette guerre, c'est une guerre d'âme. Offrir une alternative qui ne cherche pas à être meilleure dans l'absolu, mais qui est différente au point d'être irrésistible. Une Porsche peut être un choix rationnel de passionné, stable, efficace, valorisante,
Une Alpine doit être un choix irrationnel, mais évident dès que vous l'avez comprise. Vous ne la choisissez pas parce que vous avez coché des cases. Vous la choisissez parce que votre corps a dit oui avant votre cerveau. Et pour obtenir ça, l'équipe doit régler la voiture comme on règle un instrument. La direction doit être vive sans être nerveuse. Les freins mordants sans hystérie, la boîte rapide sans brutalité, l'auto doit pivoter sans surprendre. On arrive à des discussions absurdes, mais cruciales. Est-ce que l'arrière doit bouger un peu plus à la remise de gaz? Oui, mais pas comme une trahison, comme un clin d'œil. Est-ce que l'avant doit être plus incisif? Oui, mais pas comme une voiture qui veut prouver, comme une voiture qui sait. Ce langage-là n'est pas celui des fiches techniques. C'est celui des voitures qui deviennent des histoires. La fabrication, elle, pose un autre problème. Comment produire une voiture spéciale, sans la rendre fragile? Parce qu'un mythe moderne doit être utilisable, il doit pouvoir vivre au quotidien, supporter la pluie, les bouchons, les parkings, les dos d'âne, les démarrages à froid, les trajets banals. Il doit pouvoir être aimé sans être traité comme une relique. Or, les sportives très légères flirtent parfois avec une forme de délicatesse. Alpine ne peut pas se permettre d'être délicate. Elle doit être fine, oui, mais pas fragile. Donc l'assemblage doit être sérieux. Les tolérances doivent être propres, la qualité perçue doit être au niveau, et ça, dans une structure en aluminium, c'est un défi industriel qui oblige à réapprendre des gestes, à investir, à contrôler, à former. Dieppe redevient un cœur, pas un musée, un organe vivant. Et c'est là qu'un troisième twist surgit. La renaissance d'Alpine n'est pas seulement une voiture, c'est une réhabilitation d'un savoir-faire local. Comme si on réveillait une maison endormie et qu'on y rallumait la lumière pièce par pièce. Une renaissance, ce n'est pas une annonce. C'est une chaîne d'action, de machines, de mains, de contrôle qualité. C'est un rythme qu'on retrouve, mais il reste un obstacle, le plus perfide. Le compromis invisible. Parce que même quand vous avez le bon matériau, le bon concept, la bonne usine, il y a toujours cette question. Peut-on la rendre plus vendable? Plus vendable, ça veut dire souvent plus de praticité, plus d'équipement, plus de polyvalence, plus de positionnement. Premium, plus d'écran, plus de modes de conduite, plus de tout. Et chaque plus, c'est un coup de ciseau dans la pureté. Alors l'équipe doit tenir une ligne. La voiture doit être moderne, mais pas lourde. Premium, mais pas ostentatoire. Utilisable, mais pas banalisée. Ils inventent une forme de luxe qui colle à la peau d'Alpine. Un luxe de légèreté, de précision, de sobriété sportive. Pas le luxe de la démonstration. Le luxe de l'intelligence. Le genre de luxe que vous ne comprenez pas sur une photo Instagram. Le genre de luxe que vous comprenez au premier enchaînement de virages. Et puis, vient le moment où tout bascule. Le moment où la voiture cesse d'être un projet et devient une créature. Ce moment-là, c'est quand un pilote d'essai ou un ingénieur revient d'une session et qu'il ne parle plus avec des termes techniques, mais avec des mots presque humains. Elle respire, elle se place, elle a envie, elle pardonne, elle te suit, elle te provoque. Quand une voiture commence à être décrite comme ça, vous savez que vous êtes en train de fabriquer quelque chose de rare. Pas seulement une machine, mais une relation. Sauf qu'à ce moment précis, il y a un dernier piège. Le pire, le piège du lancement. Parce que construire une voiture qui plaît aux passionnés, c'est une chose. La livrer au monde, à la presse, aux concessions, aux clients, aux comparatifs, aux réseaux, c'en est une autre. Une rumeur peut tuer. Une photo mal choisie peut ridiculiser. Une première impression peut coller comme du goudron, et Alpine le sait. Alors Alpine prépare la scène, pas comme un spectacle vide, mais comme une renaissance qui doit frapper juste, car la 110 va arriver avec une promesse énorme sur le dos. Elle prétend être le retour d'un mythe français dans un monde qui n'attend plus vraiment les mythes français. Et je vous l'annonce, quand elle va sortir, il va se passer quelque chose d'étrange, quelque chose que personne n'avait anticipé de cette manière. Au lieu d'être accueillie comme une jolie nostalgie, elle va être accueillie comme une menace. Une menace pour des voitures plus puissantes. Une menace pour des marques plus prestigieuses. Une menace, surtout, pour une idée très installée, que la modernité devait forcément être lourde. Et là,
Les comparatifs vont devenir des duels, les essais vont devenir des confessions, et le public va se diviser entre ceux qui veulent la comprendre et ceux qui vont la détester parce qu'elle remet en cause leur hiérarchie. Le jour où elle est apparue, pour de vrai, il y a eu un silence bizarre, pas le silence poli d'une conférence de presse, avec des flashs et des sourires figés, un silence plus profond, plus animal, celui qu'on entend quand les gens ne savent pas encore s'ils doivent rire ou avaler leur salive. Parce qu'elle était là, basse, compacte, avec ce visage à 4 yeux qui réveillait des souvenirs même chez ceux qui n'avaient jamais vu une ancienne berlinette autrement que sur une affiche jaunie, et en même temps, elle n'avait pas l'air d'une reconstitution. Elle avait l'air actuelle, propre, tendue, comme si quelqu'un avait pris un vieux mythe, l'avait plongé dans l'eau glacée, et en avait sorti une forme plus musclée. Et tout de suite, la question a changé. Ce n'était plus « Est-ce qu'Alpine peut revenir ?» C'était « Est-ce que les autres sont prêts à ce que Alpine revienne ?» Au début, les réactions ont suivi un schéma presque comique. Les passionnés ont fait ce qu'ils font toujours. Ils ont cherché la trahison. Ils ont scruté les détails comme des enquêteurs. Ils voulaient voir la couture qui dépasse. Ils voulaient débusquer le faux. Elle est trop moderne. Elle n'a pas assez de brutalité. C'est Renault déguisé? Ça ne peut pas être pur. C'est impossible aujourd'hui. Et de l'autre côté, les gens raisonnables ont fait l'inverse. Ils ont cherché l'excuse pour l'ignorer. C'est un jouet. C'est une niche. Ça ne se vendra jamais. À ce prix-là, autant prendre autre chose. 2 camps, 2 manières de se protéger. Les premiers avaient peur d'être déçus par un mythe. Les seconds avaient peur de devoir reconnaître qu'ils avaient tort sur la France. Puis, il s'est passé la chose la plus dangereuse pour les sceptiques. Les essais ont commencé, pas les essais papier, pas les débats de forum, les vrais essais. Ceux où un journaliste, un pilote ou un simple conducteur ferme la portière, ajuste son siège, tourne la clé et se retrouve seul avec la vérité mécanique. Et là, très vite, un mot est revenu comme une obsession, prononcé avec une petite incrédulité dans la voix. Légère. Légère comme si on avait oublié que c'était possible. Légère comme une insulte à toutes les sportives qui se sont justifiées par la puissance. Légère comme une réponse simple à 10 ans de complexité. Et ce mot « légère » a déclenché quelque chose de presque humiliant pour l'industrie. L'A110 a rappelé à tout le monde qu'on peut faire une voiture moderne qui ne ressemble pas à un tank. Mais le vrai choc n'était pas le poids, c'était la sensation. Imaginez un conducteur habitué aux sportives contemporaines. Beaucoup d'adhérence, beaucoup d'assistance, beaucoup de vitesse, mais parfois un filtre entre lui et la route. Il monte dans l'A110, il fait 10 km, il se dit « c'est bizarre, je conduis ». Pas je pilote un système, pas je gère un dispositif. Je conduis. La direction répond sans vous hurler dessus. Le châssis lit la route comme une main lit une peau. Les transferts de masse sont nets, mais pas agressifs. La voiture se place avec une facilité presque insolente. Vous n'avez pas besoin de l'attaquer comme un fauve pour qu'elle vous respecte. Vous devez la guider, et elle vous écoute. C'est là que la presse, et surtout les passionnés, ont commencé à basculer, parce qu'ils se sont retrouvés face à un paradoxe. L'A110 n'avait pas besoin d'être la plus puissante pour être la plus jouissive. Et ce paradoxe a fait un dégât énorme dans les esprits, car le marché des sportives adore les hiérarchies simples. Plus cher, plus puissant, plus prestigieux, mieux. L'A110 est venu dire « Et si le mieux, c'était le plus fin ?» Dans un pays comme la France, cette idée est explosive. Parce que la France a une relation particulière avec l'élégance. Elle préfère souvent la précision à l'étalage. Elle aime l'intelligence qui se voit à peine. Elle aime les choses qui ne crient pas, mais qui gagnent. L'A110 a touché un air culturel. Et puis, il y a eu un autre phénomène, beaucoup plus sournois, qui a participé à sa légende. La comparaison automatique avec Porsche, on aurait pu croire que c'était une condamnation. Face à Porsche, Alpine va souffrir. C'était la prophétie la plus facile. Et pourtant, la comparaison a agi comme un projecteur. Parce que dans les essais, un scénario s'est répété comme un refrain. La Porsche est parfaite. L'Alpine est vivante. La Porsche est une certitude. L'Alpine est une aventure. La Porsche rassure. L'Alpine séduit. Et tout d'un coup,
on a vu apparaître une phrase que personne n'osait espérer au début du projet. Elle donne plus de plaisir que... Ce genre de phrase est une bombe parce qu'elle ne parle pas d'un chiffre. Elle parle d'une humiliation intime. Elle dit « Votre puissance ne sert à rien si votre voiture ne fait pas battre le cœur ». À partir de là, l'A110 a cessé d'être une sportive française. Elle est devenue une sportive tout court, jugée au sommet. Et c'est exactement comme ça qu'on fabrique un objet culte. Il doit sortir de sa catégorie, il doit refuser d'être un produit local. Sur le marché, pourtant, tout n'était pas gagné. Il y a une différence entre être aimé et être acheté. Les premières commandes, les premiers mois, ont été un test cruel. Est-ce que les gens vont réellement payer pour une marque ressuscitée? Est-ce que le public va accepter une Alpine au prix d'un objet premium? Est-ce que le réseau, l'entretien, l'image, la valeur résiduelle vont suivre? Et là, un twist inattendu a joué en faveur d'Alpine. Le sentiment d'exclusivité, l'A110 n'inonde pas les routes. Elle apparaît comme une apparition, on la voit, on se retourne, on se demande ce que c'est, on s'approche. Elle n'a pas l'omniprésence d'une marque installée, elle a le charme rare de ce qui n'est pas banal. Dans la culture française, ça compte énormément. Parce qu'une voiture culte n'est pas seulement une voiture performante, c'est une voiture qui devient une signature, quelque chose que vous portez comme un choix, et l'A110, très vite, est devenu un signe social étrange. Pas le signe « regardez comme je suis riche », mais le signe « regardez comme je suis différent ». Comme si l'acheteur disait « je pourrais acheter la référence, mais je préfère le goût ». Ce qui est délicieusement français. Ensuite vient la vie réelle, la vraie, pas celle des essais-presse. La vie d'une A110, c'est la pluie sur un pare-brise le matin. C'est l'autoroute avec du vent latéral. C'est le parking où quelqu'un s'approche trop près. C'est la pompe à essence, les regards, les questions. C'est le moment où vous avez un sac à poser et que vous réalisez que, oui, c'est une sportive. C'est le moment où vous prenez un dos d'âne et que vous retenez votre souffle. C'est l'angoisse et le plaisir. Et là, l'A110 a trouvé une zone magique. Elle n'est pas une voiture facile comme une berline, mais elle est plus utilisable qu'une sportive radicale. Elle ne vous oblige pas à souffrir pour être heureux. Vous pouvez vivre avec elle, et quand vous avez envie, elle devient votre arme. C'est un point essentiel. Une voiture culte doit être assez accessible pour entrer dans la vie des gens. Si elle est trop extrême, elle devient un fantasme lointain. Si elle est trop sage, elle devient un objet. L'A110 se glisse entre les deux. Elle est spéciale, mais pas invivable. Et à force d'être vécue, elle a commencé à générer ce que toute légende moderne recherche. Des anecdotes. Le gars qui a fait un col sans s'en rendre compte, hypnotisé. La fille qui a prêté les clés à son père et qui l'a vu revenir avec les yeux mouillés. Le conducteur qui a vendu une voiture plus chère parce qu'il s'ennuyait et qui a acheté l'Alpine pour ressentir. Le type qui pensait qu'il fallait 400 chevaux pour s'amuser et qui a découvert qu'il fallait surtout 1100 kilos et un châssis honnête. Ces histoires-là circulent, elles nourrissent le culte. Il y a aussi un élément presque organique dans la montée en célébrité de l'A110. La façon dont elle se photographie. Certaines voitures sont belles, en vrai, mais plates en photo. L'A110, elle, accroche la lumière. Ses courbes renvoient un mélange d'ancien et de moderne. Elle a un côté objet, sans être froide. Elle a une identité visuelle immédiate. Dans une époque de réseaux sociaux, ça compte comme une forme de carburant, mais le danger, c'est que l'image devienne plus forte que la réalité. Et là encore, l'A110 s'en sort parce que la réalité confirme l'image. Vous voyez une A110 sur un feed, jolie, compacte, sportive. Vous la voyez sur la route. Elle est plus basse, plus fine, plus posée. Vous montez dedans. Vous êtes assis bas, comme dans une vraie sportive. Vous roulez. La voiture répond comme si elle avait été conçue par quelqu'un qui aime conduire. Cette cohérence, c'est rare, et c'est un accélérateur de réputation. Avec le temps, une autre chose s'est installée. L'A110 est devenue une référence de comportement. Pas forcément la plus rapide, pas forcément la plus tape à l'œil, mais celle qu'on cite quand on parle d'agilité, de légèreté, de plaisir, comme si elle avait créé une unité de mesure. C'est bien, mais est-ce que c'est aussi vivant qu'une A110? C'est rapide, mais est-ce que c'est aussi léger dans les mains?
Quand une voiture devient une comparaison naturelle, c'est qu'elle est déjà entrée dans la culture. Et en France, elle a touché quelque chose de plus profond que la simple performance. Elle a réveillé la fierté, pas la fierté nationaliste, pas la fierté agressive, une fierté élégante, presque intime. On sait encore faire ça. La sensation d'un pays qui se rappelle qu'il peut produire un objet désiré, respecté, exportable, sans renier son style. Et cette fierté, vous la sentez dans les discussions. L'Alpine n'est pas seulement une bonne voiture, elle est une bonne nouvelle. Mais attention, toute montée en culte crée aussi des résistances. Et la 110 a eu ses détracteurs. Certains l'ont jugée trop douce, pas assez brutale. D'autres ont pointé son rapport à la modernité. L'infotainment, certains détails, l'ergonomie, tout ce qui peut trahir le fait qu'elle vient d'un monde industriel, pas d'un atelier artisanal. D'autres encore ont critiqué le prix, ou la logique d'une sportive à 2 places, dans un monde qui devient plus contraint. Ces critiques font partie de la légende parce qu'elles dessinent une frontière. La 110 ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle cherche à capturer un certain type de conducteur. Et ce conducteur-là, quand il est conquis, il devient évangéliste. Le culte naît souvent de là, d'une minorité passionnée, assez bruyante pour faire exister l'objet dans l'imaginaire collectif. Puis il y a eu l'étape suivante, celle qui transforme la renommée en ancrage. Les déclinaisons. Quand une sportive commence à être reconnue, on la décline, on la muscle, on l'allège, on la radicalise, on la rend plus piste, plus GT, plus exclusive. Et chaque déclinaison est un test. Est-ce que la voiture garde son âme ou est-ce qu'elle se perd dans une course aux chiffres? Dans l'imaginaire des fans, ces versions deviennent des chapitres. Elles créent des conversations, des préférences, des clans. Elles alimentent la mythologie. Laquelle est la plus pure, la plus équilibrée, la plus sauvage? Et pendant ce temps-là, sur la route, la 110 continue à faire son travail silencieux. Surprendre des gens, le gars en grosse berline allemande qui se fait déposer dans un enchaînement et qui n'en revient pas, le motard qui suit une A110 dans un col et qui se dit « Mais comment elle tourne comme ça ?» Le passager qui rit malgré lui, parce que son corps comprend avant sa tête. Ce sont ces moments-là, presque humiliants pour les autres, qui font monter une voiture au rang de légende vivante, parce qu'elle crée des souvenirs, et c'est là que la 110 devient célèbre au sens le plus intéressant. Pas seulement connue, mais racontée. On la raconte comme on raconte un bon film, avec des scènes. La scène du premier démarrage, la scène du premier virage pris trop vite et rattrapé par la voiture. La scène où vous arrivez sur une petite route que vous pensiez connaître, et où vous découvrez qu'elle avait une seconde lecture. La scène où vous vous garez, vous partez, et vous vous retournez pour la regarder. C'est toujours ça, un objet culte, un objet qui vous fait vous retourner. Et en France, ce geste est presque sacré. Parce qu'il dit « Je ne suis pas juste en train de consommer, je suis en train d'aimer ». Mais l'histoire ne s'arrête pas à la célébrité, car une voiture peut être adorée une année, puis oubliée. Pour devenir vraiment culte, il faut autre chose. Il faut qu'elle laisse une trace dans l'industrie, qu'elle force les autres à réagir, qu'elle ouvre une porte. Et c'est exactement ce que la 110 commence à faire. Elle remet la légèreté au centre du débat. Elle rappelle que le plaisir peut être une stratégie. Elle prouve qu'une marque ressuscitée peut devenir crédible. Et elle prépare un héritage plus large que sa propre silhouette. Dans la suite, on va regarder ce qu'elle a réellement apporté. Pas seulement aux fans, mais à la manière de penser l'automobile. On va parler de l'onde de choc. Comment une petite sportive française a influencé des choix, des discours, des rêves, et on va parler du futur, avec une question qui grince déjà. Comment garder cette âme dans un monde qui change de carburant? À un moment précis, la 110 a cessé d'être la nouvelle Alpine. Elle est devenue un argument, pas un argument marketing, pas une phrase de brochure. Un argument dans la bouche des gens qui ne font pas de compliments gratuitement. Un argument dans les paddocks, dans les ateliers, dans les cafés de motards, dans les discussions de designers et d'ingénieurs. Regarde, on peut encore faire léger, on peut encore faire simple, on peut encore faire désirable sans crier. Et quand une voiture devient un argument, elle commence à influencer le monde autour d'elle.
Elle n'est plus seulement un objet qui roule, elle devient une idée qui circule. C'est là que commence son héritage. Parce que l'héritage, ce n'est pas la nostalgie. L'héritage, c'est ce que les autres sont obligés de prendre en compte après votre passage. C'est la trace que vous laissez dans les décisions des autres. Et l'A110 a laissé plusieurs traces, dont certaines sont presque paradoxales. La première, la plus évidente, la plus brutale. Elle a remis la légèreté au centre sans faire la morale. Pendant longtemps, l'industrie s'est raconté une histoire confortable. Le poids augmente, c'est normal, c'est la sécurité, c'est la modernité, et c'était vrai, mais c'était aussi une excuse pratique, parce que le poids, c'est le résultat naturel du toujours plus. Et le toujours plus est le réflexe de l'industrie. L'A110 est arrivé et a dit, sans discours, sans sermon, ce n'est pas une fatalité. Elle a montré qu'on pouvait être moderne, solide, bien fini, crédible, et ne pas ressembler à un paquebot. Et ça, pour une époque où tout grossit, voiture, écran, interface, promesses, c'est presque subversif. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont cette subversion se diffuse. Pas comme une révolution bruyante, mais comme une gêne, une petite gêne dans la conscience des autres constructeurs. Parce qu'après l'A110, quand vous présentez une sportive qui a pris 200 kilos, vous devez expliquer pourquoi. Avant, vous pouviez dire « c'est comme ça ». Après, on vous répond « oui, mais eux, ils ont réussi ». Même si tout le monde ne peut pas copier Alpine, même si les volumes, les budgets, les plateformes ne sont pas les mêmes. L'idée, c'est planter comme une épine qui pique à chaque fiche technique. Et c'est déjà énorme. La deuxième trace est plus subtile. L'A110 a prouvé qu'une voiture pouvait devenir culte en refusant le concours de testostérone. On vit dans une culture automobile saturée de chiffres, les gens partagent des temps, des puissances, des records, des plus et des encore plus. Beaucoup de sportives sont devenues des preuves de supériorité, plutôt que des objets de plaisir. L'A110 a pris ce jeu et a fait un pas de côté. Elle a dit « Je ne suis pas là pour te dominer, je suis là pour te donner envie ». Et ça a réhabilité quelque chose que la France adore, même quand elle ne l'avoue pas, l'élégance de la maîtrise. Pas la maîtrise froide, pas la maîtrise arrogante. La maîtrise qui ressemble à un danseur qui ne force pas. Le genre de maîtrise qui fait croire que c'était facile, alors que c'est extrêmement difficile. Dans un monde d'armes, l'A110 ressemble à une lame fine. Elle coupe sans fracas. Et cette finesse, c'est une forme d'identité française très profonde. L'art de faire moins, mais mieux, l'art de la précision, l'art de la sensation. C'est pour ça que l'A110 est devenue culte en France. Elle a rappelé au pays une version de lui-même qu'il craignait d'avoir perdue. La troisième trace est industrielle et presque politique, même si on n'aime pas ce mot. Elle a légitimé l'idée d'une marque française, Premium Sportive Contemporaine. Avant elle, Premium français, dans l'automobile, pouvait faire sourire certains. Pas parce que la France ne sait pas faire, mais parce que l'image globale s'était déplacée. La France était perçue comme inventive, confortable, parfois géniale, mais pas référence dans le segment des sportives premium. L'A110 a changé la conversation. Elle n'a pas renversé les géants. Elle n'a pas détruit les mythes allemands ou italiens. Elle a fait quelque chose de plus important. Elle a créé un espace légitime, un espace où dire « je choisis une sportive française » n'est pas une posture exotique, ni un patriotisme naïf. C'est un choix de goût, un choix respecté. Et quand un choix est respecté, il devient contagieux. Car le premium, au fond, c'est beaucoup une histoire d'autorisation sociale. Est-ce que le monde vous autorise à désirer cet objet-là? Est-ce qu'il vous autorise à en être fier? Est-ce qu'il vous autorise à dire « c'est mon choix » sans avoir à vous justifier? L'A110 a offert cette autorisation à beaucoup de gens, mais il y a une quatrième trace, plus intime encore. Elle a réconcilié une génération avec l'idée même de conduire. Vous vous souvenez de la peur qui planait au début? La peur de l'époque. L'époque des écrans, des assistances, du trafic, des restrictions, de la vitesse devenue suspecte, de la passion, devenue pas très responsable. Dans ce contexte, l'A110 a offert une échappée, mais une échappée intelligente. Elle ne vous pousse pas à jouer au héros, elle vous pousse à être précis.
Elle vous invite à ressentir plutôt qu'à écraser. Elle transforme la vitesse en danse plutôt qu'en violence. Et ce détail, culturellement, est très important. Parce que le futur de l'automobile est un futur où la passion doit se justifier autrement, on ne pourra pas éternellement vendre des émotions comme si le monde n'avait pas changé. Il faudra une émotion plus fine, plus défendable, plus propre dans le sens moral du terme. Une émotion de maîtrise, de légèreté, d'efficacité, de sobriété. La 110 a été, d'une certaine manière, une préparation psychologique à ce futur. Elle a dit « Le plaisir n'a pas besoin d'être brutal pour être réel ». Et puis arrive le sujet qui plane sur toute légende moderne, la transition, car une légende aujourd'hui ne vit pas dans un musée. Elle vit dans un monde qui change de carburant, de règles, de ville, de mentalité. Un monde où le bruit et l'essence deviennent des symboles ambigus. Alors, forcément, une question se pose, et elle gratte comme une mauvaise couture. Comment Alpine peut-elle rester Alpine quand l'époque change de moteur? C'est là que l'héritage de la 110 devient presque un piège, mais aussi une boussole. Le piège, c'est l'image. Si Alpine devient électrique, certains puristes vont hurler à la trahison. Ils imagineront une A110 muette, lourde, gonflée, domestiquée, une caricature de modernité. La boussole, c'est la philosophie. Alpine n'est pas un bruit, Alpine n'est pas un type d'essence. Alpine, c'est une idée. La légèreté, l'agilité, l'intimité entre la machine et le conducteur, la sensation avant le chiffre, la finesse avant la démonstration. Et si vous prenez cette idée au sérieux, alors l'électrification n'est pas forcément la fin du mythe. Elle peut devenir un nouveau terrain d'exigence, parce qu'une voiture électrique a un problème naturel, la masse. Les batteries sont lourdes, elles apportent du silence, du couple instantané, une certaine fluidité, mais elles peuvent tuer le mouvement si elles écrasent le châssis. Donc Alpine, pour rester Alpine, n'a pas le droit de faire une sportive électrique comme les autres. Elle doit se battre là où ça fait mal. Le poids, la réponse, l'équilibre, la direction, la sensation. En somme, elle doit refaire le même combat que pour l'A110 2017. Mais avec une difficulté supérieure, et c'est exactement ça, l'héritage. Une voiture qui ne vous laisse pas le choix. Une voiture qui vous oblige à être cohérent avec vous-même. Regardez ce que l'A110 a vraiment apporté à l'industrie, au-delà des discours. Elle a montré qu'on pouvait construire une sportive, moderne autour d'un principe simple, la masse comme ennemi, et en faire un produit crédible. Elle a montré qu'un constructeur généraliste pouvait créer une marque sportive premium sans tomber dans la parodie, à condition de ne pas chercher à faire comme. Elle a montré que le public existe pour une sportive plaisir qui n'est pas un monstre de puissance, qu'il existe un désir pour l'agilité, pour le mouvement, pour la précision. Elle a montré que l'identité française, quand elle est assumée avec élégance, n'est pas un handicap, c'est un style. Et elle a montré quelque chose de plus rare. Une renaissance peut réussir sans cynisme, parce que beaucoup de renaissances modernes ressemblent à des opérations de nostalgie emballées. On prend un nom, on colle un design, on vend des souvenirs. La 110, elle, a fait l'inverse. Elle a fabriqué du présent, elle a pris l'esprit d'hier et l'a traduit en langage moderne, avec un vrai travail, une vraie cohérence, une vraie obsession. C'est la différence entre réutiliser un logo et ressusciter une idée. Et maintenant, parlons de ce qui rend cette voiture réellement culte en France, au niveau presque psychologique. Une voiture devient culte quand elle symbolise un moment où un pays se regarde dans le miroir et se reconnaît. La France aime les objets qui ont du caractère mais pas de vulgarité. La France aime les objets qui savent être brillants sans être arrogants. La France aime les objets qui sont un peu rebelles, mais jamais grossiers. La France aime les objets qui ont du style, au sens noble, une manière d'exister. L'A110 incarne ça. Elle n'est pas une voiture qui vous écrase. Elle est une voiture qui vous attire. Elle ne vous dit pas « je suis la plus forte ». Elle vous dit « viens, on va danser ». Elle ne vous raconte pas une histoire de domination. Elle vous raconte une histoire de complicité. Et dans un monde où tout devient conflictuel, où chaque choix semble être une guerre de clans, cette complicité est presque un luxe. C'est peut-être ça, au fond, l'héritage le plus précieux de l'A110 2017.
Elle a prouvé qu'on pouvait encore fabriquer un objet qui rend les gens plus heureux sans les rendre plus agressifs. Alors on revient au tunnel du début, le béton, la fumée, la gorge qui pique, l'odeur écœurante de diesel et de freins brûlés, ce décor qui donne envie de fuir, et on imagine la scène autrement. Cette fois, ce n'est plus un type en costume, c'est vous. Vous descendez dans votre ville, vous traversez le bruit, les règles, les écrans, les obligations, et vous trouvez une porte, vous l'ouvrez. Et derrière, il y a un volant, une assise basse, un moteur qui attend, et surtout, une promesse simple. Pendant quelques kilomètres, le monde redevient lisible. Ce n'est pas une fuite lâche, c'est une respiration. Et une voiture qui devient une respiration collective, une respiration française, ça mérite un mot qu'on n'utilise pas souvent à la légère, culte,